Dans la tradition de Marx, on le sait, l'émancipation, c'est d'abord l'émancipation des rapports de classe. Et le Capital propose tout à la fois une analyse du mode de production capitaliste et une stratégie d'émancipation du capitalisme. Les effets, pourtant, s'en font encore attendre, et cela nous incite à revenir sur l'analyse qu'il argumente. Donc je vais la considérer de manière un peu étroite. Je ne vais pas parler de tout, de l'autre grand rapport social qui est le rapport social de sexe, et sur le terrain de Marx, d'une certaine façon, de l'autre rapport dont il n'a pas parlé, Marx s'est intéressé à l'appropriation des moyens de production par des groupes sociaux, les capitalistes par exemple, mais il ne s'est pas intéressé à l'appropriation de territoires par des communautés. Donc il n'y a pas chez Marx, il y a une théorie de la structure de classe, mais pas une théorie du système monde. Il faut la trouver ailleurs, et pourtant, évidemment, toutes ces choses s'entrecroisent. J'en reste donc à l'analyse du système de classe, et la thèse que je soutiendrai est que l'analyse de Marx est très puissante et pourtant erronée, pour une part du moins, et qu'il faut repartir sur une base nouvelle. Avant d'en venir à l'étude de l'exploitation capitaliste dans le Capital, Marx commence par affronter le défi des économistes libéraux qui proclament « Nous sommes dans une société de marché ». Et voilà bien en effet ce qu'ils disaient en son temps comme ils le disent aujourd'hui encore. Entre nous, partenaires sociaux, tout n'est au fond que rapport d'échange bien compris. Marx entreprend donc, dans la première section du Capital, de montrer ce que serait une pure société de marché. Ce qu'il décrit ainsi, ce n'est pas une société marchande, une situation marchande précapitaliste, c'est une logique marchande productive, ce sont ces termes qui restent fondamentaux dans le capitalisme. Il analyse cette logique de la production marchande qui informe censément chaque producteur sur les valeurs d'usage qu'il convient de produire, qui le contraint à le produire dans le moindre temps et comment finalement tout tend à s'équilibrer productivement. Ainsi se définit un monde de producteurs échangistes, partenaires supposés libres, égaux et rationnels. C'est à cette logique sociale marchande que se rattachent en réalité toutes les catégories de la valeur qu'il élabore au commencement de son discours. L'articulation entre la valeur d'usage et la valeur, entre travail concret et travail abstrait, temps de travail socialement nécessaire, prix de marché, etc. Résultat, considéré dans son abstraction logique, le marché est une merveille. Marx rend réellement justice au marché. Il introduit néanmoins un bémol. Il montre que ce bel artefact comporte une contradiction interne. Si nous posons le marché comme un ordre naturel, il nous reste à nous soumettre à lui. Nous nous dépouillons ainsi de notre faculté de nous organiser ensemble, nous nous dépossédons de notre capacité d'inventer, d'imaginer ensemble, de coopérer dans des projets communs que nous pourrions nous donner. Nous aliénons à un ordre que nous plaçons nous-mêmes au-dessus de nos têtes, à un fétiche. Nous ne sommes donc pas ce que nous disons être, des êtres libres, égaux et rationnels. Nous sommes des marionnettes. En réalité, nous ne sommes pas tout à fait des marionnettes, car nous sommes parfaitement capables d'imaginer un autre monde. Et c'est en ce sens que Marx interpelle à ce point ses lecteurs, donc nous qui le lisons. Représentons-nous une société d'hommes libres, propriétaires ensemble de leurs moyens de production et travaillant selon un plan concerté entre tous. La voie de l'émancipation est ainsi tracée. C'est le plan concerté entre tous comme alternative au marché. Et Marx va s'employer à tracer le chemin qui conduit à ce terme. Il met d'abord au clair la situation de départ. En réalité, non, nous ne sommes pas dans une société de marché. Le capitalisme ne marque pas le triomphe de la raison marchande, il procède d'une instrumentalisation de la raison marchande, ce qui est très différent. Le travailleur salarié est bien un être libre, est bien un libre producteur sur le marché,
puisqu'il vend sa force de travail. Et cela n'est pas rien. Mais sa force de travail se trouve transformée en marchandise. Elle est, on le sait, consommée comme une marchandise productive en termes de capital. Elle est capable de produire quotidiennement une valeur plus grande que celle que son titulaire en reçoit à travers son salaire. Et c'est pour cela, Marx s'efforce à produire une démonstration de ce point. Je n'entre pas dans des détails qui sont très importants. C'est pour cela, on le sait, qu'on l'emploie. Telle est la base structurelle d'un clivage entre la classe des exploiteurs et celle des exploités, qui se décline d'un côté en domination, de l'autre en dépendance. Notons bien que l'objet ultime de cette transaction marchande salariale, du point de vue du capitaliste, n'est pas la production d'une marchandise concrète, de valeur d'usage répondant à des besoins, mais, en dernière instance, la production d'une plus-value. Le capital achète la force de travail à cette fin, non en vue d'une chose utile, mais en vue d'une richesse abstraite, d'une accumulation de pouvoir économique dans une guerre entre concurrents. Et cela, donc, quelles que soient les conséquences sur les hommes et la nature. Cette autre logique n'est pas celle du marché, c'est la logique du marché capitaliste. Elle ne fait pas disparaître la première, elle la surdétermine. Oui, cette autre logique qui n'est pas celle du marché, c'est la logique du marché capitaliste. Elle ne fait pas disparaître la première, elle la surdétermine et l'instrumentalise. La concurrence ne porte pas autour des valeurs d'usage à produire, mais autour des profits à réaliser. Dans ces limites, pourtant, Marx explique que la concurrence pousse chaque capitaliste à élever sa productivité, donc à introduire des techniques qui supposent des sciences toujours nouvelles. Les plus forts l'emportent et la production tend à se concentrer dans de grandes entreprises qui ne sont pas des marchés mais des organisations coordonnées en interne selon des plans. Marx fait apparaître le terme du processus. Quand on en sera à quelques grandes entreprises, voire à une seule par branche, le marché sera marginalisé par rapport au plan. Les producteurs rassemblés et unis par le procès de production seront capables de s'approprier collectivement ces grands moyens de production et de s'organiser sous la forme de la planification concertée. Ils auront trouvé l'alternative à la propriété privée des moyens de production et au marché. Telle est la voie socialiste de l'émancipation et elle nous émancipe à la fois du capitalisme et du marché. On ne peut pas se cacher l'affinité entre le projet de Marx exprimé dans le Capital, avec beaucoup de clarté, et le socialisme réel qui a suivi après 1917. Marx, pourtant, comme on le voit dans la critique du programme de Gotha, entrevoyait les dangers à venir. Une fois que nous nous serons émancipés de la domination capitaliste fondée sur la propriété privée et le marché, écrit-il, il restera l'asservissante subordination du travail manuel au travail intellectuel. À ce general intellect, qu'il évoque ailleurs en termes si positifs. C'est-à-dire non pas à un pouvoir propriété, mais à un pouvoir savoir, pour prendre le terme de Foucault. Ce pouvoir savoir, c'est en effet, Marx voyait bien la question, mais il la laissait pour les temps futurs, pour les nôtres. Ce pouvoir savoir, c'est en réalité révélé un agent historique de première grandeur. Les processus révolutionnaires du XXe siècle ont rassemblé contre le pouvoir propriété des capitalistes deux composantes essentielles. D'une part, les grandes masses de travailleurs, notamment industriels, mais aussi des agricultures, des Amériques, etc. Et d'autre part, toute une élite titulaire de ce savoir-pouvoir, dont la figure naturelle est le philosophe roi, dont Étienne Balibar vient de nous parler. Au terme, ce savoir-pouvoir s'est imposé
en nouvelles classes dirigeantes, notamment dans les sociétés alors en périphérie, telles que l'URSS et la Chine. Dans les pays du centre, et cela à des degrés divers, une alliance entre cette élite et le prolétariat s'est réalisée dans les grandes réformes de l'État social national des années 30 à 70. C'est cette alliance qui s'est... 15 minutes. Non, une minute? Non, 15. 15, ah d'accord. Non, ça va marcher. C'est cette alliance qui s'est effondrée au tournant des années 80, quand l'informatique est unie à d'autres nouvelles techniques, aidant les espaces nationaux se sont trouvés fragilisés. À ce moment, la puissance du capital financier a pu entreprendre de défaire tous ces édifices de plans concertés élaborés dans les contextes nationaux. Et la voie de l'émancipation théorisée par Marx semble donc barrée de tous les côtés. Bref, le grand mythe émancipateur du XXe siècle a largement échoué. Cet échec nous conduit à reconnaître une faiblesse initiale dans son analyse, une erreur, une ambiguïté à tout le moins, et qui a un effet durable dans la culture marxiste. Si l'on ne peut pas se représenter ainsi la voie de l'émancipation comme celle qui conduit du marché à l'organisation concertée, c'est parce que l'un et l'autre nous sont infiniment précieux. Ce sont en effet là les deux modes de la coordination rationnelle à l'échelle sociale, et ils sont corrélatifs d'une liberté de chacun à l'égard de tous et d'une liberté entre tous. Ce sont les formes mêmes de notre raison sociale. Mais il n'existe concrètement que sous la forme de leur instrumentalisation et d'une lutte autour de cette instrumentalisation. Marx a montré comment le capitalisme instrumentalise le marché en faisant de la force de travail une marchandise. Après lui, d'autres chercheurs, je pense notamment à Bourdieu et à Foucault, ont montré ce que Marx entrevoyait dans la critique de programme de Gotha, à savoir qu'il existe une autre sorte d'instrumentalisation qui s'opère à travers le savoir-pouvoir, le savoir culturel, quelque nom qu'on lui donne. En effet, il y a sur le marché un potentiel d'appropriation qui donne lieu à une classe privilégiée, et il y a dans l'organisation sociale, comprise comme arrangement a priori, comme dispositif, pour prendre un concept de Foucault, un privilège du savoir-pouvoir. Les privilèges de la propriété d'un côté, ceux de la compétence de l'autre, compétence au sens de Bourdieu et d'une compétence reçue. Il ne s'agit pas de l'être compétent, mais de l'avoir compétent. Ces privilèges sont renouvelables, reproductibles. Et la classe dominante, ce petit nombre dont la masse du peuple doit s'émanciper, est donc une hydre à deux têtes qui, tour à tour, fonctionne en connivence ou s'affrontent. La lutte pour l'émancipation dans la société moderne est donc à comprendre comme un jeu à trois. Et le troisième partenaire, qui représente la masse du peuple face à cette oligarchie, a depuis longtemps compris que pour briser la classe dominante, il n'est qu'une seule voie. Tenter de s'allier au pouvoir savoir contre le pouvoir propriété des capitalistes, parce que ces deux pouvoirs sont de nature différente. Le pouvoir savoir ne s'exerce qu'en s'expliquant, en se communiquant à des êtres eux-mêmes riches de savoir, dans lequel, du reste, ils puisent pour l'instrumentaliser. La voie de l'alliance est donc périlleuse, mais c'est là l'histoire même de ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier. Marx en avait bien défini la ligne générale. Si l'on veut s'émanciper, si l'on veut l'identifier sous un seul concept, excusez-moi, je sors un peu d'un lit de fatigue, d'un mauvais virus, mais voilà, nous tenons la route. Marx avait en effet défini la ligne générale. Si l'on veut identifier sous un seul concept la teneur constante de cette lutte, on le désignera comme une lutte contre l'abstraction du pouvoir capitaliste, c'est-à-dire une lutte orientée vers la valeur d'usage, vers les valeurs de la vie. Le type en est fourni dans le Capital. C'est la lutte séculaire pour une journée de travail de moins en moins longue, c'est-à-dire assurant une longévité normale. C'est là un axe majeur de ce qu'on a appelé le mouvement ouvrier.
les 50 heures, puis les 40 heures, puis les 35 heures, la retraite à 60 ans, les vacances pour tous. C'est la lutte, on le voit, tournée contre l'idée que l'on peut produire toujours plus. La classe ouvrière a donc été le fer de lance de la lutte contre le productivisme. Elle a mis en avant une logique de la vie concrète et vulnérable, émancipée de la logique abstraite qui est celle du marché, quand il est le marché capitaliste. Bernard Friot, hier soir, a bien mis l'accent sur un point essentiel. Les grandes transformations des années 30 à 70 ne sont pas à comprendre dans une logique fonctionnaliste comme ce qui serait nécessaire à la vie et à l'essor du capitalisme. Ces grandes luttes étaient tournées et ont des effets encore perceptibles à ce jour contre le capitalisme, contre la marchandisation de la force de travail. Elles ont fait que la force de travail soit moins une marchandise. Le tournant des années 80 a bien montré la vérité du capitalisme. Dès lors qu'il occupe tout le pouvoir ou le maximum de pouvoir, il ne montre aucune vertu biopolitique. Il n'a pas besoin que les travailleurs se reproduisent. Il a seulement besoin d'avoir toujours des travailleurs à sa disposition, ceux-là ou d'autres aussi précaires que possible. L'offensive est aujourd'hui universelle et elle ne s'instrumentalise pas seulement dans le marché des producteurs, mais aussi des consommateurs. Elle instrumente l'imagination consommatrice, elle l'enchante jour après jour par des dispositifs et des plaisirs supposés nouveaux. Et le capital se nourrit aussi bien de vendre des canons aux marchands d'esclaves que des babioles attractives dont il encombre les magasins. On peut maintenant donner un nom et un contenu concret à cette abstraction de la plus-value. La plus-value, cette chose qui n'est pas une chose, c'est du pouvoir économique accumulé. Cette abstraction de la plus-value, c'est du pouvoir. L'horizon capitaliste n'est pas l'utilité publique, c'est du pouvoir, pouvoir sur pouvoir. Le capitalisme n'est pas biopolitique. Il y a bien une biopolitique de la vie qui se joue en tout cela, mais elle n'est pas le fait des capitalistes. La biopolitique ne vient que d'en bas. Il faut donc reconnaître que la classe dominante ne figure pas sur l'échiquier politique comme sous la forme d'une droite politique opposable à une gauche qui serait le lieu approprié pour un peuple cherchant à s'émanciper. Dans la plupart des grands pays, la droite politique se présente aujourd'hui en défense du pouvoir propriété et la gauche en défense du pouvoir savoir. Ce pouvoir savoir avait acquis par rapport au pouvoir propriété une certaine autonomie dans le moment de son alliance avec les forces populaires. Quand ce dispositif s'écroule, quand s'affirme au tournant des années 80 la primauté mondiale de la finance, la tendance de cette élite, notamment parmi ceux qui sont au sommet, est de se mettre à son service. Et quand elle accède à des positions de gouvernement, elle est de montrer qu'elle peut faire mieux dans le même sens. Il y a donc bien, à mes yeux, et depuis fort longtemps, il y a bien en haut deux partis, celui du libéralisme et excusez-moi. Bon, j'ai sauté quelques lignes. Ouais. Il y a bien, bon, pour vous épargner du temps, mais je vois que j'en ajoute un. Il y a bien en haut deux partis, celui du libéralisme dont la substance est le pouvoir propriété et celui du socialisme dont la substance est le savoir-pouvoir. Et cette appellation n'est pas ironique. Les libéraux ne manquent jamais l'occasion de faire le rapprochement avec le socialisme réel. En ce sens, il y a bien deux partis dominants. Je ne parle pas de deux partis avec un grand P, car les regroupements en sont variables, mais il y a bien deux partis perspectives. Il y a fondamentalement deux orientations, deux cercles de connivence possibles selon que l'on se tourne vers l'un ou l'autre de ces deux formes de coordination à l'échelle sociale que sont le marché et l'organisation, vers l'une ou l'autre de ces deux médiations intelligentes, instrumentalisées en facteurs de classe et interférant dans le rapport moderne de classe. Il n'y a pas d'au-delà, pour prendre le thème d'Étienne tout à l'heure, il n'y a pas d'au-delà concevable, pour nous du moins, à la forme moderne de société.
Nous sommes enfermés dans cet espace de raison instrumentalisée. Mais il existe, dans cette forme moderne de société, il existe une troisième force sociale. Il existe bien un troisième parti. Et c'est ce que je veux faire entendre. Il existe un troisième parti. Il ne se constitue pas dans le réseau des interrelations de la propriété, dans les machineries idéologiques culturelles à leur service, ni non plus dans le réseau des écoles, des hiérarchies de tous ordres et administrations, dans les dispositifs du pouvoir-savoir. Ce troisième parti, avec un petit p, dont telle ou telle organisation politique n'était qu'une forme de manifestation, a connu une période d'opportunité dans le moment des grandes unités industrielles, des grandes entités nationales, sur lesquelles les masses populaires avaient acquis une certaine emprise. Il résiste encore et toujours, il réplique, mais il est pris dans la restructuration néolibérale de l'ordre social. Il se retrouve dans un état de dispersion semblable à celui qui était le sien avant l'essor du mouvement ouvrier. Il existe pourtant, il surgit partout où frappe le pouvoir de la finance dans ce processus incessant de destruction créatrice de plus-value. Il existe dans tous les lieux d'exercice du pouvoir-savoir, dans cette dispersion de pouvoir singulier immédiat que décrivait Foucault. Il existe dans une multitude de petites ou plus larges, mais quand même restreintes, formations politiques, syndicales, associatives, initiatives de tout genre, dans ces micro-chantiers qu'évoquait hier Éric Hazan. C'est le parti de la multitude, d'une multitude dispersée, mais dont l'unité ne peut être comprise qu'en termes de classe, au regard de ce rapport de classe à deux classes, mais trois partenaires. La stratégie qui s'impose à lui est nécessairement celle d'une alliance avec le pouvoir-savoir. Mais la condition préalable est qu'il parvienne à faire l'unité entre toutes ces composantes sociales dispersées, entre ceux qui ont pu maintenir des acquis et les autres, les décalages entre les sexes et les diversités nationales d'origine. Les acquis ne sont pas des privilèges, ce sont les conquêtes sur les privilèges, et ils sont là pour être généralisés à tous. Ils ont pour contraire la précarité qu'on veut imposer à tous. La tendance du capitalisme est bien toujours à quelques formes d'esclavagisme contre lesquelles l'État-nation n'était qu'un rempart externe. Le troisième parti, on l'aura compris, n'est ni celui du libéralisme, ni proprement celui du socialisme. Il ne peut se désigner que comme celui du communisme. Le marxisme de Marx était au fond une chose assez paradoxale. Il dessinait un communisme dans les termes d'un socialisme. Sa vérité était que la voie du communisme, celle du partage de la parole et de l'imagination libérée, est celle de l'alliance avec le socialisme, une alliance durable. Mais il risquait de laisser l'hégémonie au socialisme. C'était là, il me semble, la vraie maladie infantile du communisme. La voie du communisme est assurément aussi celle du socialisme. Il serait vain de jouer l'un contre l'autre. Il ne consiste pas à supprimer le marché, comme on le trouve finalement dans la perspective du capital, mais à le maîtriser par l'organisation. Et dans ce programme, on découvre que les capitalistes, les actionnaires, ne sont que les parasites à éliminer comme tels. Mais le second volet est aussi de maîtriser l'organisation collective par la démocratie, de maîtriser le socialisme par le communisme. Et cela est l'affaire d'une lutte de classe, une lutte pour l'hégémonie politique. Merci. On est un peu co-chef. Ouais, mais ça s'est super bien passé. On se connaissait quasiment pas à mon organisation. On était tous du même laboratoire de Nancy. Je connaissais quasiment pas. Paul Gulibert, qui est un membre du comité d'organisation et modérateur. Voilà. Et bon, moi j'arrive.
difficile, c'est le dernier endroit où on pense. Ça c'est clair. Parce que On ne fait pas dans les sciences sociales que sans dire quelque chose. Et où là que ça se passe. C'est un peu dramatique hein, quand on y pense. Enfin, voilà. Dès que t'es marqué, ça n'a jamais touché. Oui. Oui, c'est vrai. Non, tout ce qui se fait d'intéressant, c'est vraiment en philo. Ouais, ok. Moi je vais rester sur le côté, je peux faire un signe. Ah oui, ça marche. Oui.